Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui aide les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir en randonnée plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assis-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue sur le podcast Randonnée Zen. Aujourd'hui, on va parler d'itinéraires et de comment trouver des itinéraires pour la randonnée. Pourquoi j'ai décidé de faire le deuxième épisode de ce podcast sur ce sujet? Eh bien, c'est parce que c'est une des questions qui me revient le plus souvent quand je parle de randonnée. Plusieurs personnes m'ont demandé moi, j'aimerais bien commencer à faire la randonnée, Sarah, mais je sais pas par où commencer, je sais pas comment trouver des itinéraires, mais c'est ça, savoir où aller et tout. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire d'aborder ce sujet dès les premiers épisodes du podcast. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs différentes techniques pour trouver des itinéraires. Évidemment, je vous conseille de un peu mélanger toutes les techniques, tous les endroits dont je vais vous parler pour trouver vos idées d'itinéraire parce que, surtout quand on commence, le plus d'informations on a et le plus serein on peut partir parce qu'on a une meilleure idée de ce qui nous attend. Après, bien sûr, c'est toujours une bonne idée d'être bien informé d'une randonnée, de combien de temps ça va prendre, des conditions du sentier, s'il y a des choses spéciales, s'il y a des lieux d'intérêt, par exemple, sur le sentier. C'est toujours intéressant de connaître ces informations-là avant de partir. Donc, voilà, on va commencer directement. Le premier endroit pour trouver des itinéraires, c'est les cartes topographiques. Donc, la bonne vieille méthode des cartes topographiques. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser une carte topographique, dont le fait qu'elle a beaucoup de détails. Une carte topographique va vous indiquer les points d'eau, les structures disponibles, le dénivelé. Bien sûr, le dénivelé, il faut savoir un petit peu plus lire la carte parce que c'est pas directement tout indiqué, mais voilà, une fois qu'on a quelques bases sur la lecture de cartes, on peut connaître les dénivelés, on peut connaître le type de sentier, donc c'est un sentier touristique, un sentier de randonnée experte, avec des via ferrata par exemple, où là il faut le harnais, le casque, les mousquetons, etc. Ou si c'est même des voies d'alpinisme par exemple. Donc ça, c'est vraiment important de bien vérifier le type de sentier sur lequel on veut se promener, parce que si on arrive sur un sentier expert où il faut avoir une via ferrata, en fait, où il faut avoir l'équipement, et ne pas l'avoir, ça veut dire qu'il faut retourner en arrière. Donc, c'est pas vraiment le fun. Donc, ça, c'est vraiment la carte topographique vraiment nous permettre de bien avoir toutes les informations nécessaires pour préparer notre randonnée. C'est aussi plus facile sur une carte topographique de voir l'itinéraire dans son ensemble. On a une meilleure idée du territoire qu'on va aller explorer, par exemple du panorama qu'il va avoir. Est-ce qu'on va être entouré de montagnes? Est-ce que c'est plutôt des plaines, des collines, etc. Et vraiment avoir une idée aussi des autres sentiers qu'on va croiser. C'est bien aussi pour avoir un plan B pour voir quelles sont les autres possibilités, par exemple, de revenir à l'auto. Des fois, on ne le sait pas, hein, en cherchant en ligne et tout, on ne sait pas qu'il y a la possibilité de diminuer de moitié, par exemple, l'itinéraire en empruntant un autre sentier, des choses comme ça. Donc, pour vraiment planifier l'itinéraire, les cartes topographiques sont vraiment super utiles. Et ensuite, un avantage qui est plutôt, là, pour le coup, une fois qu'on est sur le sentier, c'est le fait que la carte papier, pas besoin de batterie. Donc, c'est plus... disons que c'est toujours bien d'avoir un backup, d'avoir une deuxième option pour naviguer au cas où votre téléphone, ou si vous utilisez un GPS, manque de batterie ou a un problème, ce qui peut arriver, hein. Donc, disons que c'est toujours mieux d'avoir un backup pour les éléments essentiels comme
ce qui va nous permettre de nous guider, de nous orienter sur la randonnée. Donc, voilà, ça, c'est toujours bien d'avoir une carte papier, une version papier de notre itinéraire, même si on n'a pas une carte topographique là, achetée en magasin. On peut tracer les itinéraires à partir d'applications dont je vais vous parler dans quelques minutes et imprimer donc la carte de notre itinéraire. Ça, c'est toujours une bonne idée d'avoir une copie. Comme ça, si notre téléphone a un problème, on a un backup. Bien sûr, la carte a le désavantage de pouvoir être ruinée ou difficile à utiliser si elle est mouillée. Donc, bien sûr, on la protège dans une pochette de plastique ou quelque chose de ce genre. Les désavantages, par contre, de la carte topographique, c'est que elles sont coûteuses. Par exemple, ici en Italie, il faut compter entre 10 et 12 euros pour une carte topographique. J'ai regardé aussi des prix, par exemple en France aussi, ça peut aller jusqu'à 15 euros, même chose là, entre 9 et 15 euros, dépendamment de la zone. Au Québec, c'était 20-25 $, il me semble, par exemple. Donc, c'est quand même pas donné, mais en même temps, généralement, surtout si on prend une carte de la zone où on habite, où on va randonner souvent, c'est pas quelque chose qu'on utilise une seule fois, donc c'est réutilisé et ça sert plusieurs fois. Un autre désavantage, c'est que il faut quand même avoir quelques connaissances de base et un peu de pratique pour utiliser la carte. Rien d'astronomique, hein, mais comme je vous disais par exemple tantôt, déjà le dénivelé, savoir interpréter les courbes de dénivelé sur la carte, bien savoir lire la légende et tout, c'est juste quelque chose qu'il faut prendre un petit peu de temps en amont. Pour se familiariser avec la carte, les informations qu'il y a dessus, pour quand on part, être sûr d'avoir bien lu la carte et aussi bien savoir l'utiliser si on devait se perdre pour s'orienter. Donc ça, c'est, disons, un peu le désavantage, alors qu'avec un GPS ou un téléphone, on peut juste entrer la destination et ça va nous guider tout seul. Donc c'est un peu plus facile pour ça. Ensuite, les cartes ont aussi le désavantage sur le terrain, une fois sur le terrain, d'être un peu difficiles à utiliser parce qu'elles sont souvent très très grandes. S'il vente, par exemple, ou s'il pleut, c'est un peu difficile à utiliser. Bon, ensuite, on peut toujours la plier de façon à ce qu'on ait juste la partie qui nous sert pour la journée, mais voilà, c'est un peu moins pratique quand même à utiliser qu'un téléphone. Et ensuite, le dernier désavantage de la carte topographique, c'est qu'elle doit être renouvelée périodiquement pour avoir l'information la plus fiable et la plus à jour. Parce que, bon, quand même, les sentiers changent pas à tous les 2 mois, donc c'est pas quelque chose qu'il faut renouveler à toutes les années. Mais quand même, après 5 ans, il faut quand même penser à vérifier, voir si elle est encore d'actualité et peut-être la changer. Donc c'est là aussi que le coût est un peu différent. Le deuxième endroit où vous pouvez regarder pour trouver des itinéraires, c'est les guides. Les guides de randonnée, il y en a beaucoup, hein, il y a vraiment différentes marques. D'ailleurs, dans le kit de démarrage de la randonneuse, je vous ai mis toute une section avec des liens vers déjà les cartes topographiques, les différentes marques pour différents pays. Aussi, je vais vous mettre une liste de différentes marques de guides pour vous aider. Là, ensuite, on va parler des blogs, des groupes Facebook et tout. Donc, je vais vous avoir mis tous les liens vers des ressources pour vous aider dans le kit de démarrage de la randonneuse que vous pouvez trouver dans le lien dans la description de l'épisode. Donc, si vous voulez aller voir là-bas, vous avez juste à cliquer sur le lien et télécharger le kit. Donc, revenons aux guides. Donc, l'avantage des guides, c'est qu'il y a beaucoup d'informations utiles, un peu comme les cartes topographiques, mais là, c'est encore plus développé parce que sur les cartes, on a juste les symboles, des choses comme ça, alors que là, dans les guides, on a vraiment l'information complète, le dénivelé, on n'a pas besoin de le deviner ou de le calculer, c'est tout indiqué, la longueur de la randonnée, la difficulté, même s'il faut faire toujours attention à la difficulté parce que ça dépend de notre condition physique, de notre expérience, des choses comme ça. Même chose pour le temps de parcours, il faut toujours le prendre quand même avec des pincettes parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, c'est une idée indicative, mais il ne faut pas s'y fier aveuglément. C'est toujours bien de prévoir un petit peu plus de temps au cas où ça nous prenne plus de temps à nous par rapport à la personne qui a fait le guide. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'informations sur les hébergements, les restaurants, les lieux d'intérêt. Donc, si par exemple, vous voulez faire explorer toute une zone,
Par exemple, durant vos vacances, vous voulez vraiment explorer une zone des Alpes ou une région, c'est vraiment intéressant d'avoir un guide parce que là, vous allez avoir vraiment beaucoup d'informations sur pas juste les sentiers, mais aussi tout ce qui se trouve dans la zone et qui peut être utile. Donc ça, c'est super. Et il y a d'habitude aussi toujours les cartes topographiques dans les guides avec justement plein d'autres informations, aussi des numéros utiles, par exemple du service de santé, si vous avez besoin d'une ambulance ou quelque chose comme ça, ce que je vous souhaite pas, mais bon, c'est toujours pratique d'avoir ce genre d'informations. Les désavantages, par contre, d'un guide, déjà, bien sûr, c'est lourd à porter, sauf si vous achetez une version digitale, ce qui commence à être quand même beaucoup plus accessible. Beaucoup de guides maintenant paraissent de manière physique et aussi digitale, donc vous pouvez utiliser une application, par exemple, sur votre téléphone, ou si vous avez une liseuse, avoir le guide sur votre liseuse, donc ça réduit déjà le poids. Mais bon, c'est un petit peu moins pratique, par exemple, sur un téléphone à lire par rapport à un guide. Donc voilà, il y a toujours des avantages et des désavantages. Ensuite, dans les guides, bon, l'information n'est pas toujours à date non plus parce que il faut vraiment voir l'année de la publication du guide et voir s'il y a quelque chose qui aurait pu changer les informations. Par exemple, j'avais acheté un guide sur le Népal avant le tremblement de terre qu'il y a eu il y a quelques années et c'était écrit sur plusieurs sites, sur plusieurs avis et tout en ligne que justement ce guide-là était plus vraiment à jour à cause des dommages que le tremblement de terre a causé et donc il y avait plein de sentiers qui étaient indiqués dans le guide qui étaient fermés, etc. Donc voilà, les guides sont pas toujours exactement à jour, donc bien vérifier ça fait combien de temps que le guide a été publié et si dans la zone il y a eu des changements qui auraient pu avoir une influence. Ensuite, dernier désavantage que moi je trouve que les guides ont, c'est que c'est des itinéraires préétablis. Donc souvent, il y a des variations qui sont incluses et tout, donc c'est possible quand même d'avoir l'information si vous voulez changer un petit peu, mais si vous voulez un peu, par exemple, regrouper des itinéraires ou des choses comme ça va être un petit peu plus difficile à bien visualiser les différents itinéraires, les différentes options dont je vous parlais, par exemple, qu'on peut voir sur une carte topographique, par exemple. Donc, ça, c'est un peu le désavantage si vous voulez faire quelque chose un peu plus ad hoc, un peu plus personnalisé. Le guide va vous proposer quelque chose de standard, mais vous allez peut-être devoir faire plus de recherches, utiliser des cartes topographiques et tout pour compléter. Mais bon, comme je vous ai dit tantôt, moi, je vous conseille quand même toujours d'utiliser les différents endroits dont je vais vous parler aujourd'hui pour bien compléter l'information et avoir tout ce qui vous sert. Ensuite, on a les blogs. Sur Internet, on trouve tellement d'informations, c'est fantastique et c'est vraiment pour voyager et tout, pour faire la randonnée. Les blogs permettent vraiment d'avoir une quantité d'informations gratuites. C'est vraiment fantastique. Donc, c'est évidemment, je vous conseille vraiment d'aller voir différents blogs. Là aussi, je vais vous mettre une liste. Bien sûr, il y en a des dizaines de milliers, je pense peut-être même plus, des centaines de milliers. Donc, moi, je vous en ai mis quelques-uns que moi, j'aime bien, qui ont beaucoup de destinations, mais bien sûr, faites des recherches, vous allez en trouver des tonnes, j'en suis sûre. Donc, les avantages des blogs, c'est que selon la date de publication des articles et tout, ils sont possiblement plus à jour que les guides et même les cartes topographiques parce que si quelqu'un était là il y a 2 mois et écrit un article de blog, c'est probablement l'information est probablement plus à date que la carte topographique d'il y a 3 ans ou le guide d'il y a 3 ans. Donc ça, c'est super, mais bien sûr, il faut toujours vérifier la date de publication. Si un article date il y a 5 ans et tout, il y a des bonnes chances que la situation ait changé, par exemple, ou qu'il y a des différences de prix, que les sentiers aient été modifiés et tout. Donc, il faut toujours, comme je vous disais tantôt, entrecouper les informations avec d'autres sources d'informations. Et un autre avantage des blogs, c'est qu'ils permettent d'avoir des retours d'expérience. Donc, les personnes ont fait la randonnée, donc ils peuvent dire « Ok, moi j'ai trouvé ça difficile, ah non, c'était facile, ah bon, le panorama était pas aussi beau que ce que je pensais, blablabla. » Donc on peut avoir des retours d'expérience, des opinions. Donc ça peut aider quand on veut choisir entre 2 randonnées, par exemple, de lire les retours d'expérience et voir qu'est-ce qui a l'air de plus nous plaire et tout selon ce qu'on lit sur les blogs.
Le désavantage des blogs, c'est surtout que c'est difficile de connaître la fiabilité des informations. Comme je vous disais, par exemple, la difficulté ou le temps de parcours d'un sentier, ça va vraiment dépendre de plein de facteurs. Donc, c'est pas parce que quelqu'un dit « Moi, j'ai réussi à faire cette randonnée-là en 7 heures » que vous allez réussir à la faire en 7 heures. Parce que vous savez pas quelle est la condition physique de la personne, le matériel qu'elle apportait. Bon, ça, des fois, ils le disent, donc ça permet aussi d'évaluer selon ça, mais... les conditions météorologiques, les conditions du sentier et tout, il y a tellement de facteurs qui influencent que c'est un peu difficile de bien juger de la fiabilité des informations. Ici, vous pouvez vraiment dire, OK, bon, cette personne-là, ça lui a pris 7 heures, donc bon, si ça va me prendre 7 heures, par exemple. Donc ça, c'est un peu le problème. Et aussi, la fiabilité des informations, comme je vous disais, ça dépend toujours de quand l'article a été publié et tout, et de la sérieuxité de la personne qui écrit l'article. Donc voilà. Mais toujours, moi, j'adore les blogs. Je fais toujours des recherches sur les blogs. En plus, comme je vous disais, c'est gratuit. La plupart des blogs ont les articles gratuits et tout. Donc, c'est vraiment une mine d'informations que je vous recommande vraiment de consulter. Et la dernière ressource dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les groupes Facebook. Les groupes Facebook, il y en a beaucoup sur la randonnée, autant en français qu'en anglais. Dans le kit de démarrage, je vais vous mettre surtout des groupes en français, mais sachez qu'il y en a aussi beaucoup en anglais, probablement même plus en anglais, mais voilà. Mais il y en a quand même beaucoup aussi en français. Donc, les avantages des groupes Facebook, un peu comme les blogs, c'est que ça permet d'avoir des retours d'expérience de personnes qui l'ont fait. Parce que, bon, les guides, c'est généralement les gens qui les ont écrits ont fait aussi les sentiers, mais ça permet d'avoir des retours d'expérience de différentes personnes, de même plusieurs personnes, parce que souvent, plusieurs personnes ont fait le sentier, donc ça permet de demander un peu des retours d'opinion là-dessus, comment était la météo, comment était le sentier, est-ce que c'était difficile et tout, le matériel à porter, etc. Donc ça, c'est vraiment super pour ça. Et bien sûr, les groupes Facebook permettent de poser des questions très spécifiques, genre si vous avez un handicap, par exemple, ou si vous avez quelque chose de particulier, ou vous avez peut-être des enfants en bas âge, par exemple, ou vous avez un cas particulier et vous vous demandez est-ce que ce sentier-là est adapté à ma condition, aux personnes qui vont être avec moi, etc. C'est possible de demander des questions très, très spécifiques, ce que dans les guides, on ne peut pas toujours avoir des réponses à notre situation spécifique. Donc ça, les groupes Facebook peuvent vraiment aider avec ça. Le problème des groupes Facebook, c'est encore toujours la fiabilité des informations. Tout le monde peut donner son opinion, dire comment ça s'est passé pour eux et tout, mais c'est difficile de savoir si c'est quelque chose qui va vraiment... être utile pour vous, ou ça s'applique à vous ou pas, etc. Et voilà, il y a des fois des réponses qui laissent un peu à désirer. On ne sait jamais si la personne elle a de l'expérience, elle n'a pas d'expérience et tout. Donc voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Comme je vous disais, toutes les sources, même un guide qui est quand même quelque chose qui a été construit pendant plusieurs années. Il y a plusieurs personnes qui travaillent sur les guides et tout, donc c'est quand même assez fiable. Mais là aussi, toujours, moi, je vous conseille recouper les informations avec le plus de sources possibles. Bon, ensuite, bien sûr, si on fait une randonnée de 2 heures, pas très loin de chez nous, on n'a pas besoin nécessairement de faire toute cette recherche, mais si on va, par exemple, on va aller en Islande, faire un voyage en Islande sur des randonnées un peu perdu, ou même dans les Alpes, une randonnée précise et tout qu'on veut faire, c'est toujours une bonne idée de bien se renseigner. Surtout, le plus on s'éloigne de la civilisation, le plus difficile devient la randonnée, le plus important, c'est d'être bien informé. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à trouver des idées d'itinéraire. Bien sûr, il y a plein d'autres sources. On peut regarder aussi sur Instagram à partir des hashtags, voir des destinations, sur des applications de navigation qui permettent aussi de faire des tracés d'itinéraires comme Komoot, il y a aussi Open Runner. Donc ça, c'est des apps qui permettent de tracer des itinéraires, mais qui permettent aussi de voir les itinéraires que d'autres personnes ont fait. Donc ça permet, on peut aussi voir ça. Il y a aussi un Wikiloc sur la randonnée. Donc il y a vraiment beaucoup de
plein d'autres sources d'informations, mais disons que les 4 que je vous ai nommées aujourd'hui, je trouve que c'est les plus, celles où on trouve généralement beaucoup d'informations et les plus facilement accessibles. Donc voilà, comme je vous disais, si vous voulez voir en détail des idées de groupes Facebook, de blogs, de guides, etc., vous allez pouvoir trouver la liste dans le kit de démarrage de la randonneuse. D'ailleurs, je compte mettre à jour le plus souvent possible toutes ces listes de ressources dans le kit. Donc, si vous-même vous trouvez un blog super intéressant ou joignez un nouveau groupe Facebook, vous vous dites ça pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou à m'envoyer un email à sarah@randonnézen.com. Ça va me faire plaisir d'ajouter les ressources au kit. C'est vraiment, je veux vraiment que ce soit une liste qui évolue et tout pour avoir le plus d'informations possible éventuellement pour aider, pour vous aider à trouver des randonnées et moi aussi, parce que j'utilise toujours ces ressources-là quand je recherche des nouvelles randonnées. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager ces ressources et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de faire des très belles randonnées et je vous vois pour le prochain épisode. Bye! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonnézen.com. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées.